Bonjour. Hello, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je vous entends. Vous Ok. allez bien? Je vais très bien et toi? Est-ce que tu as Oui, ça un va. son, tu as un son de fond ou est-ce que tu m'entends bien? J'ai un petit peu un fond de son. Ok, parce que je suis dans un environnement qui est très bruyant aujourd'hui, j'ai pas pu m'isoler. Ok, Donc pas j'en grave. suis navré pour la séance d'aujourd'hui. Je couperai mon micro quand on fera ton oral Ok, et je le réactiverai quand je te poserai des questions, mais j'ai pas pu m'isoler davantage. C'est pour ça que je te pose la question. ok, pas grave. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as pu réviser un petit peu pour qu'on puisse s'entraîner en conditions réelles le grand oral? Ou est-ce qu'on J'ai révisé un petit peu, mais j'ai pas encore, j'ai pas encore tout appris, tout appris par cœur les exemples que je connais pas, mais oui, j'ai révisé. Ok, d'accord. Ok, ok. Moi, ce que je te propose, mais tu me dis si jamais tu vois les choses différemment, c'est peut-être qu'aujourd'hui, on essaye de faire le truc en conditions un petit peu plus réelles. Donc, d'avoir peut-être Ok. un temps de préparation pour que de ton côté, tu essaies de remettre tes idées en ordre et qu'on essaye de faire un oral comme si on le passait véritablement. Est-ce que c'est quelque chose qui te servirait ou est-ce que tu préfères qu'on continue sur le format de d'habitude? Bah, si ça peut être bien, si je peux essayer. Comme tu préfères, mais je me dis que peut-être que l'étape suivante, c'est justement d'essayer Ah oui, de oui, faire oui, avec oui. les connaissances que tu as eues et de se forcer de ton côté à essayer de mettre en ordre ces idées-là. Ouais. Bon, bah tant mieux dans ce cas-là. Auquel cas, alors moi je vais reprendre le sujet. Quel sujet tu voudrais faire en premier pour s'entraîner? Peut-être celui sur l'anatomie. Ok. Alors attends, je reprends le sujet. Donc, grand oral. On était sur la version finale. Tu avais bien la version finale ou je te la renvoie dans le chat de WhatsApp? Normalement, je l'avais. Ok, très bien. Donc, version finale, oui, on l'avait bien raccourci, elle faisait 5 pages de moins, très bien. Ok, bah, dans ce cas-là, moi j'ai préparé des questions comme d'habitude pour que je puisse t'en poser après. J'en poserai également sur ce que tu dis pendant l'oral. Mais si ça te va, normalement, la préparation, ce sont 20 minutes de préparation. Je peux te laisser une vingtaine de minutes pour que tu essayes de mettre en forme tes idées et qu'on fasse un passage après. Oui, bah même un peu moins peut-être. Un peu moins, bah, pas de problème. Si jamais tu as besoin, enfin, t'as terminé en moins de temps, pas de souci. Juste par contre, le seul truc que j'ai pas appris, c'est l'introduction. Ça, j'ai pas encore appris. Pas de problème. Mais dans ce cas-là, tu peux garder l'introduction sous les yeux Ouais. pour cette partie-là. Ok, Oui, oui, sans problème. Sans problème. ok. Du coup, ça veut dire que, je sais pas, une quinzaine de minutes, ça serait bon pour toi? Ouais, oui, oui, ça peut être bien. Ok. Bon, bah, je te laisse une quinzaine de minutes et à ce moment-là, vers 20, du coup, tu me dis quand est-ce que c'est à peu près bon pour toi et on se fait un passage et je te pose des questions dans ce cas-là. Ok, Nickel. Bon, bah, bon courage dans ce cas-là. merci.
du coup, je pense que c'est bon. Ok, super. Bah, très bien. Dans ce cas-là, on va passer à l'entraînement. Ok. Tu as pu indiquer la totalité de ce que tu voulais dire à l'oral, sauf la conclusion, comme on avait dit. Comment? Tu as pu indiquer la totalité de ce que tu voulais dire, sauf la conclusion et l'introduction? Oui, oui, oui. Ok, bah c'est parfait. Bah écoute, Je... génial. Moi, je vais me mettre dans un box parce que j'ai trouvé un endroit où je pourrais m'isoler davantage. Comme ça, Ah, on aura cool. moins de bruit. Ok. Bah, du coup, tu me diras, toi, de ton côté, quand tu es bien, et moi, je me mets un go aussi niveau timer. Ok. Hop, je prépare. C'est bon. Et du coup, l'introduction et la conclusion, ça, c'est les trucs que j'ai pas appris, enfin, Oui, pas de souci. Bah, tu peux les et que lire dans ce cas-là. j'apprendrai. Ouais, Ouais, ben, je l'apprendrai direct après les épreuves écrites, une fois que tout sera passé. pas de problème, oui. J'imagine que la philosophie, c'est la priorité pour le moment. Oui. Oui, bah, Ouais. courage pour ça. Courage, courage. Ouais. J'espère. Bon. Il n'y aura pas de souci, t'inquiète. Ouais. J'espère que ça sera un sujet. Après, je pense que là, cette année, il y a des sujets qui vont un peu plus tomber que d'autres. Enfin. Tu penses auquel en particulier? Bah, j'ai vu qu'en philosophie, ils aimaient beaucoup mettre les notions liberté, justice, vérité. Oui, il y a beaucoup de philosophie Et politique. comme la justice, ça fait longtemps qu'elle n'est pas tombée au bac. Ça, c'est Mhm, pas tombé au bac depuis longtemps. Et mhm. liberté, je crois que l'année dernière, il y avait vérité ou liberté, je sais plus. Mais Ouais. voilà. Et je crois aussi technique, ils aiment beaucoup mettre technique. Ouais, tout à fait. Art et technique. En général, ça tourne beaucoup autour des notions, comme tu dis, ouais, philosophie politique, la connaissance aussi, donc tout ce qui est vérité, Ouais. voilà, tout ce qui est Bah le ça va bien réel, la avec la raison. liberté. Ouais, tout à fait, bien Ça sûr. va Ouais. bien ouais, avec la liberté et liberté justice. Ouais, exactement. Oui, non, ces notions-là, elles sont très similaires et elles fonctionnent bien dans les dissertations ensemble. En général, ils aiment bien en Ouais. mettre deux pour poser une question. De toute manière, tu auras le Bah choix, oui. tu as deux sujets différents et Oui, en plus, donc un je pense que commentaire. parmi les deux sujets, je pense qu'il y en aura au moins un qui sera soit sur la technique, soit sur la liberté, soit sur la... Je Ouais, pense que... mais non, mais oui, c'est certain. J'espère. Et puis, fais-toi plaisir aussi, c'est-à-dire que la philosophie en dissertation, si jamais tu choisis la dissertation, tu sais que Ouais. tu peux aussi utiliser des exemples issus de la culture, que ce soit des livres que tu lis, du cinéma. On accroche Oui. comme un exemple pour illustrer. Donc voilà, c'est une épreuve aussi où il faut faire preuve d'esprit critique et de raisonnement. Mais tout est Ouais, c'est philosophie, vrai. donc C'est c'est vrai. c'est un moment de te faire plaisir, sans raconter bien sûr n'importe quoi. Mais par contre, tu peux utiliser tous les exemples que tu veux. Donc ça, c'est chouette. Mais ouais. Ouais. Bah, j'espère que ça sera ça. Enfin, je pense, de toute façon. Mais j'espère aussi. Et puis même, comme tu dis, oui, deux sujets, donc tu as le choix et Ouais, il y a des voilà, sujets, vraiment, donc t'es je pense... entraîné. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Je pense qu'il y a de Non, ça, c'est fortes une bonne chances. chose. Parce qu'après, bah, après, il y a la religion aussi, ça c'est important, mais Mais la je sais religion, pas, c'est, c'est peut-être un peu plus délicat comme sujet que la liberté ou la justice ou tout ça. bah, disons que la religion, en fait, ça rejoint les notions de vérité, de connaissance et de raison. C'est un peu Ouais, le revers de la médaille. Qu'est-ce qui différencie la connaissance de la croyance et ouais, sur quoi on peut se fonder pour établir une vérité qui soit communément partagée. Oui, 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 bien sûr. Mais ça, à nouveau, comme si tu es à l'aise avec la notion de vérité, tu peux problématiser autour de l'accès à la vérité à ouais, travers soit la religion, soit l'usage de la raison, etc. Donc, il n'y a pas de... Enfin, si tu es à l'aise sur la vérité, normalement, tu dois être à l'aise sur la religion aussi. ouais, ouais. Donc, il n'y a pas... Vraiment, il y a pas de souci à te faire. T'inquiète pas. Moi, je verrai bien. Je Bah oui, verrai bien bien de sûr. toute Mais j'ai façon. hâte de voir les sujets, en tout cas, sur lesquels tu tomberas. Je regarderai ça par Ouais, curiosité. ouais. Bah là, c'est lundi. Ouais, c'est lundi prochain. Ok. Pas lundi de cette semaine, c'est lundi d'après, parce que ta mère m'a dit que, du Ouais, coup, pas c'était le... demain, lundi Ouais. 16. Ouais. Ok, ok, ok. Et après, le lendemain, j'ai mon écrit, j'ai une autre épreuve écrite. Et après, bah, C'est c'est le quoi grand comme épreuve oral. écrite?
Là, c'est la culture chorégraphique. J'ai une dissertation D'accord. sur l'art chorégraphique. Ça peut tomber Ok. bah, sur tout le programme de première et de terminale, de toute Ok, l'histoire de la d'accord. danse. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc c'est dense comme programme, mais C'est j'imagine que hyper vaste, ouais. ça Faut tout couronne un réviser. peu 3 ans d'études aussi Et dans ce domaine-là. et il y a aussi une analyse chorégraphique. L'analyse chorégraphique, c'est à partir d'une œuvre de 3 ou 4 minutes, où là, il D'accord. faut tout analyser. On a 5 questions à répondre qu'il faut développer. Mais donc c'est une partie vidéo que tu visionnes en temps de préparation? Non, c'est une vidéo qu'on visionne bah, pendant l'épreuve. En fait, on va être dans une D'accord. salle tout spéciale. Et du coup, on la regarde. Et l'idéal, c'est d'arriver à trouver le titre de l'œuvre et le chorégraphe et tout ça. Enfin, sachant que ça sera. Toutes les sources, elles seront Ok. masquées. Ah oui, ouais, Mais d'accord, ok. ouais, toutes les sources sont masquées. Mais du coup, le but, c'est d'arriver à trouver l'époque, l'auteur, enfin, Ouais, le chorégraphe et tout ça. ok. Ah, ouais, ouais, j'imagine pas le travail que ça doit être en amont Ah pour ouais, pouvoir bah, être ouais, faut beaucoup apprendre. familiarisé à tout ça. Bah oui, C'est bien sûr, ouais. j'imagine bien. Je me doute. Ah, mais Mais bon, on waouh. verra. Non, non, mais courage, du coup, courage pour ces 2 épreuves-là. Je penserai à toi. J'espère que tu tomberas sur des sujets, en tout cas, qui te plaisent en philosophie Ouais, ouais, et qu'en culture chorégraphique, tu tomberas sur quelque chose que tu es capable de oui. situer en termes d'œuvres d'auteur et de Ou sinon, période, de genre. du coup, à la place de la dissertation, ça peut être aussi un sujet très ciblé. D'accord. Sauf que là, du coup, c'est soit sur un courant de danse, mais très précis, soit sur un chorégraphe très précis. Mais là, du coup, faut vraiment maîtriser à fond le Ok, truc parce d'accord. que sinon, Ouais, ça le ouais, fait bien pas. sûr. Donc en vrai, ça dépend. Je sais pas si moi je suis très dissertation, mais je sais pas du coup si je prendrai la dissertation, ça va dépendre de l'autre sujet, si c'est quelqu'un que je maîtrise très bien ou pas. Enfin, je verrai. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, te ferme pas la possibilité de changer de Ouais, choix le jour J oui, si bah oui, jamais c'est ça. Ouais. tu sais pas ce qui te convient le mieux parmi les différents choix. Même en philosophie, je sais pas si tu as fait plus de commentaires de texte que de dissertation, mais le Bah, commentaire, dissertation. ça peut Bah, être un bon choix. moi, je sais pas, je suis pas trop commentaire de texte. Enfin, Ouais, ouais. Bah, du coup, c'est plus j'ai difficile. peur de faire des hors-sujets sur le texte ou Ouais, le contresens ou tout ça. Je ouais, préfère mieux ouais. la dissertation, donc j'ai pas trop travaillé sur ça. Ok. Non, non, mais Mais après, c'est 2 exercices ouais, différents et j'imagine que même au bac, tu avais peut-être choisi la dissertation, donc que tu plus à l'aise avec ça. Enfin, le oui, bac de c'est ça. français, j'entends. Et puis, bac de français, pareil, j'avais pris la dissertation et l'année dernière, j'avais quasiment pas. Enfin, j'avais juste fait un commentaire de texte, mais en classe, mais sinon, j'avais pas révisé le commentaire, j'avais fait que de la disserte. Ok, bah dans ce cas-là, oui, ça peut être plus intéressant de Ouais, choisir. ouais, bah oui, parce qu'en fait, du coup, commentaire de texte, déjà en philo, bah, il y aura qu'un seul texte, on n'a pas deux sujets comme la dissertation. Et en plus, bah, le texte, ça peut être tout et n'importe quoi au niveau des notions, un peu plus que la dissertation, parce que la dissertation, ils font quand même des choix logiques et ils mettent des notions qui sont quand même importantes. Là, le commentaire de texte peut y avoir un peu de tout et n'importe quoi, donc Bien sûr. je Bah sais écoute, dans pas. ce cas-là, faut pas que ce soit le choix en tout cas comment dire, c'est de prendre ce qui te plaît le plus le jour de Ouais, l'épreuve. ouais. Mais Et ça, ça c'est marche, je cool quand pense, même bien. qu'on ait deux sujets. Ça, c'est cool qu'on ait deux sujets parce que ça permet quand même de choisir. Parce que si on en avait qu'un, je sais pas, ça serait pas. En dissertation? Oui, en dissertation. D'accord. Oui, oui, bah bien sûr, en dissertation, Ouais, c'est le mieux choix d'en sera avoir premier, hein. deux quand même. Parce Bah, que bien sûr. un, du coup, si on l'aime pas ou si c'est pas. Si on le sent pas trop, ça peut vite pénaliser. Bah ouais, c'est certain. En plus, Non, enfin, j'ai regardé les sujets de bac, enfin, des autres années et j'ai vu, ils essaient quand même de mettre des notions un peu différentes et opposées par rapport aux deux sujets. Donc, oui, oui, bien sûr. Bah, en général, de toute enfin, manière, ils refont pas la même chose formulée différemment, quoi. Mais les bon. professeurs n'arrivent pas à faire tout le programme en général.
Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils choisissent quand même déjà, ils articulent deux notions dans les sujets, et du coup, ça en fait à Ouais, peu près quatre, plus le commentaire de document qui est souvent sur une autre notion, donc ça te fait bah cinq oui, ou c'est six ça. notions. Ouais. Donc, tu arrives toujours à raccrocher à peu près à quelque chose que tu as fait en Bah oui, classe. oui, oui. Ce qu'il faut, c'est pas trop faire de hors-sujet, quoi. C'est un peu. Enfin, en fait, c'est la problématique, c'est l'introduction qui est un peu délicate en philo, mais. Ouais. Mais en fait, c'est ce qu'il faut. Enfin, j'imagine que ton professeur te l'a dit Oui. cette année, mais que la question, il faut pas la prendre comme une question fermée à laquelle il faut voilà, Ouais. répondre en donnant une réponse catégorique. Mais ce qu'il faut faire, c'est essayer de voir pourquoi on se pose la question. C'est-à-dire quel est le débat philosophique fondamental derrière et les notions qui sont rapprochées derrière, qui expliquent que la question qui soit posée comme ça donc, je sais pas Ouais. si jamais on te dit peut-on peut-on voilà connaître ou parvenir à la vérité si jamais on se pose une question enfin si on te pose une question comme ça Ouais. impose de se dire du coup est-ce que donc enfin quelle notion on renvoie est-ce que c'est la raison la vérité etc et si on se pose la question c'est est-ce qu'on peut se fier par exemple à nos sens est-ce qu'on peut se fier à notre Oui. expérience etc et se Oui. poser les questions derrière qui permettent de développer tout le sujet dans toute sa vastitude et après faire des parties pour organiser ça. Se Oui. poser un Oui. Oui. maximum de questions. Éviter de s'enfermer dans des réponses, mais toujours poser des questions. Bah oui. Oui, c'est ça. Il y a toujours, de toute façon, enfin, il y a toujours un pour, un contre, et la troisième partie Oui, qui bah oui, c'est ça. rassemble justement tout. À peu près. Oui, globalement, c'est à peu près l'idée, c'est ça. Et Ouais. essayer de se poser un maximum de questions à propos des choses Ouais, qui te voilà, sont c'est données, en ça. tout cas. Parce qu'il y a toujours une partie pour, une partie contre, et après une partie qui rassemble justement les deux. Ouais, à peu près, c'est à peu près ça l'idée. Ouais. Ok. Bon, Bah bah, t'as ça à peu va. près Bah prêt, ça. merci du coup. Euh, je reprends l'oral, le grand oral. Ouais, Du coup, je mets un chronomètre. pas de souci. Ok. Donc je commence. Ok. Donc, comment l'intégration de l'anatomie dans la danse permet-elle de repenser la théorie et la pratique de cet art? Donc, j'ai choisi de présenter ce sujet aujourd'hui pour renouveler le débat autour de l'opposition donc entre l'art et la technique en prenant l'exemple de la danse. Ce débat avait été initié par le philosophe grec Platon dans la République où il opposait la technique qui révèle d'un savoir-faire utilitaire et l'art qui ne serait qu'une imitation trompeuse du réel. Donc, dans le cas de la danse, on peut se demander si l'anatomie, comme savoir technique dérivé de la médecine étudiant le corps et ses composantes, est radicalement opposée à la danse. Donc, j'ai choisi ce sujet car jusqu'à présent, l'ensemble de ma formation tournait autour de la danse et cela m'a donné envie d'explorer certaines problématiques liées à cet art. De plus, donc, dans mon parcours, j'ai beaucoup mobilisé les connaissances anatomiques dans ma pratique. Donc, dans un premier temps, nous nous interrogerons sur la façon dont l'anatomie se caractérise par un regard technique sur le mouvement. Puis, nous envisagerons ce savoir-faire technique comme un ouvroir d'art potentiel. Et enfin, nous verrons que la relation entre anatomie et danse est un parfait exemple de décloisonnement disciplinaire. Donc, tout d'abord, l'anatomie se caractérise par un certain regard sur le geste dansé. Donc, bien que l'anatomie soit indépendante depuis la Renaissance, ce regard n'émerge qu'au XIXe siècle, notamment avec le développement de l'approche expérimentale fondée sur l'observation répétée et l'élaboration de lois générales. Donc, cette approche trouve dans la danse un moyen d'étudier le corps en mouvement. Donc tout d'abord au 19e siècle, donc avec les techniques représentatives donc telles que la photographie, le cinéma, également des courants impressionnistes en peinture et la chronophotographie, le mouvement dansé donc va retenir toute l'attention des anatomistes. Donc parmi eux, nous avons Paul Richer, qui est un médecin et illustrateur français, qui va proposer dans son ouvrage donc Physiologie artistique de l'homme en mouvement en 1895 donc où il va notamment explorer les lois du mouvement humain. Après lui, nous avons également donc Georges Demeny qui va introduire lui donc l'usage de la chronophotographie en capturant des gestes dansés par photographie successive. Donc c'est à partir de Georges Demeny que la décomposition du mouvement va permettre de comprendre notamment la technique du geste dansé. Et donc par la suite, ces idées vont être rassemblées dans les bases scientifiques de l'éducation physique en 1902.
donc où il décrit la danse comme un acte esthétique et un ensemble de mécanismes corporels. Par la suite, donc dès le début donc du XVIIIe siècle, Antoine Watteau va utiliser les connaissances anatomiques de la Renaissance pour représenter le geste de danser, donc notamment dans son ensemble de toiles et de tableaux, donc fêtes galantes, qui représentent les postures de danseuses et de danseurs en mouvement. Donc toutefois, le courant va se produire au XIXe siècle, donc à partir du naturalisme, qui est un donc mouvement artistique fondé sur la représentation fidèle de la nature. C'est également un mouvement scientifique. Donc ici, nous avons Edgar Degas dans la classe de danse, qui va donc adopter une posture de médecin face au corps en mouvement, donc des danseuses en plein exercice. Par la suite, donc, nous avons en Angleterre Edward Muybridge qui va révolutionner l'étude du mouvement, notamment avec Animal Locomotion en 1887, où donc des photogrammes vont être décomposés et vont permettre de décomposer le corps en mouvement donc d'une danseuse. Après eux, donc, nous avons également des sculpteurs tels que Auguste Rodin avec la danse qui conjugue l'élan corporel et la tension musculaire dans sa sculpture. Puis enfin, nous avons Harold Ergelton au XXe siècle, un peu plus tard, qui va appliquer les principes de la stromboscopie pour décomposer les mouvements successifs d'une danseuse dans une même photographie, en suivant donc notamment le travail de Muybridge en Angleterre. Puis par la suite, donc, nous avons Oscar Schlemmer qui va intégrer donc lui déjà le principe de la kinésphère, qui va être donc notamment la capacité du danseur à se repérer dans l'espace. Donc, il va intégrer une approche géométrique à l'étude du mouvement. Donc, la théorie naturaliste, l'illustration et l'acquisition d'images du mouvement vont permettre, dès la fin du XIXe siècle, la réplicabilité du geste de danser et son perfectionnement technique, ce qui va leur permettre une clé de lecture sur le mouvement. Par la suite, donc, concernant l'Opéra de Paris, nous avons une application donc Vocalab qui va permettre de suivre et d'analyser les mouvements en temps réel des danseurs. Donc cette application-là va être notamment utile pour les danseurs pour leur permettre notamment une approche autonome et des corrections autonomes de leur point de vue de danse pour pouvoir notamment analyser leur posture et pouvoir compléter et suivre également les corrections de leurs professeurs en temps réel en cours. Et ça va également leur permettre de pouvoir vraiment avoir une approche par rapport à leur placement des trois volumes, donc qui sont tête, cage et bassin, ce qui est essentiel en danse. Donc dans la danse, le corps humain est le premier instrument de l'expression artistique. L'anatomie permet de composer avec le corps et de construire un langage corporel. Une mobilisation maîtrisée des muscles et des articulations va jouer un rôle clé ici donc dans l'émotion du danseur. Euh, donc, c'est ce qui a été défendu par Diderot à propos du théâtre, donc dans Le Paradoxe sur le comédien en 1773, où son idée centrale repose sur la distinction entre émotion réelle et émotion maîtrisée chez le comédien. Plus tard, donc c'est Rudolf Laban qui va prolonger cette réflexion dans The Mystery of Movement en 1950 en affirmant que le danseur ne doit pas se laisser emporter par l'émotion pour justement donc ici ne pas perdre la précision de son geste. Il doit chercher plus la maîtrise du mouvement dans ses muscles et dans ses articulations. Il insiste notamment donc sur la composition du corps, donc avec le rôle de la colonne vertébrale qui va être essentielle et de la posture. Et pour lui, donc, les émotions qui sont reliées à l'encéphale signifieraient par exemple, une posture plus voûtée de la colonne vertébrale qui pourrait justement symboliser peu de confiance en soi ou peut-être une tristesse. Et au contraire, une position assurée et très droite qui pourrait justement signifier une attitude plus joyeuse ou une émotion en tout cas plus motivée et joyeuse du danseur. Et pour lui également, donc la spatialisation du corps va être très importante à travers la notion de kinésphère, qui insiste sur le placement des membres et leur rapport à eux et à ce qui entoure le danseur dans l'espace. L'anatomie associe également les mouvements corporels en fonction des types de danse. Donc nous allons avoir plusieurs types de danse, donc classique, jazz, contemporain et même urbain ou afro.
Et donc, forcément, en fonction de ces disciplines-là, différents muscles, différentes approches et spécificités vont être sollicitées. Donc, je pense par exemple à la danse classique, avec notamment cette notion d'élévation sur pointe qui va être très importante. Donc, notamment la musculature des chaînes latérales, internes, externes et antéro-postérieures va être importante pour permettre notamment de maintenir la danseuse en équilibre sur la pointe et de renforcer toujours les muscles par un travail musculaire pour éviter tout type de blessure. Au contraire, la danse jazz et contemporaine vont être plus dans l'ancrage dans le sol et même dans le rapport de la danse au sol. Donc, toutefois, certains théoriciens de la danse se sont attachés à libérer la danse de l'anatomie. Donc, ici, ils tournent plus le dos au savoir naturaliste pour mettre de l'ordre dans le savoir médical. Donc, dans Le théâtre et son double en 1938, Antoine Arnaud, donc lui, s'enthousiasme pour le théâtre baliné. Où il y voit un outil pour parvenir notamment à un théâtre où le corps parlerait au-delà des mots. Donc pour lui, l'approche de l'anatomie enferme le corps euh, dans des contraintes rationnelles. Donc il défend alors un théâtre de la cruauté où le corps dansant devient instrument de révélation, un moyen notamment de transpercer l'âme par le geste. Donc l'anatomie, qu'elle soit un modèle ou un repoussoir, permettrait donc dans un premier temps d'ouvrir des nouvelles potentialités artistiques. Toutefois, le regard de l'anatomie sur le geste dansé a contribué à renouveler les possibles de la danse. Donc les deux disciplines ne seraient donc pas forcément opposées, mais l'anatomie serait le moteur d'une réflexion théorique et pratique dans la danse. Donc à l'instar de la méthode naturaliste, l'anatomie va donc dresser un ensemble des possibles. Donc les chorégraphes se la sont appropriés dans leur corps et notamment dans la théorie, puisqu'elle va notamment structurer et donner du sens à l'organisation du mouvement. Ce qui va rejoindre notamment la vision de William Forsythe, où il voit l'anatomie comme un outil créatif. Il explore les possibilités biomécaniques du corps en jouant avec l'élan, l'alignement et la torsion pour composer le geste dansé. Mais tout ça, ça va être fondé sur une extrême connaissance de l'anatomie pour pouvoir notamment explorer tous les possibles de torsions et de mouvements que le corps est capable et possible d'entreprendre, comme il le décrit. Donc une bonne connaissance de l'anatomie et des principes biomécaniques est essentielle pour prévenir les risques de blessures en danse. Donc comme on le sait, en danse, l'échauffement, mais aussi l'après-échauffement vont être très importantes pour notamment le danseur, permettre par exemple la récupération des muscles à la fin d'un entraînement et limiter ainsi les risques de blessures musculaires qui peuvent être par exemple des contractions, des courbatures, voire même parfois des déchirures musculaires, ce qui est très embêtant, mais aussi de permettre notamment aux danseurs donc de rentrer dans un état de danse avant justement l'entraînement et de lui permettre de se centrer uniquement sur la danse. Donc nous avons également l'exemple de Sylvie Guilhem qui illustre parfaitement l'efficacité d'une approche anatomique rigoureuse dans la récupération. Euh, Et par la suite, donc la formation des danseurs et danseuses, donc notamment par exemple dans des écoles comme l'Opéra de Paris, ils ont développé des programmes spécifiques d'anatomie en intégrant des cours sur la kinésiologie pour que les danseurs apprennent à mieux comprendre leur corps et à anticiper ici les risques de blessures. Les danseurs donc qui prennent en compte aussi des principes anatomiques comme l'optimisation de la respiration par exemple ou la maîtrise des muscles stabilisateurs, ils vont connaître des performances améliorées. Donc certains ouvrages comme Taking Roots of Fly d'Irene Down en 1981 ont pour objectif de servir de manuel dédié aux danseurs pour leur permettre d'enrichir leurs entraînements grâce aux principes d'anatomie appliqués à la danse. Donc, dans un premier temps, nous avons vu que l'anatomie pouvait se mettre au service du mouvement à travers le geste dansé dans ses trois dimensions. Puis, nous avons envisagé ce savoir technique comme un ouvroir d'art potentiel, rénovant le champ des possibles de la danse. Enfin, nous avons vu que la relation entre anatomie et danse était un parfait exemple de décloisonnement disciplinaire avec l'intégration de l'anatomie dans la théorie et la pratique de la danse. Donc, au terme de ce travail, nous pouvons dire que la danse et l'anatomie sont un art et une technique indissociablement liés. Loin d'être opposée, l'anatomie s'est intéressée de la danse, tandis que la danse s'est enrichie des connaissances anatomiques. Cela nous montre que les limites entre disciplines ne sont pas rigides. Je vous remercie pour votre attention.
C'est un peu dépassé. Ouais, mais en fait, c'est parce que tu as utilisé encore une version qui était la version ancienne. C'est pour ça, il y a des Ah, c'est vrai? parties, je pense que tu peux raccourcir parce que du coup, c'est pas la dernière version qu'on a faite ensemble. Ah Je bah pense du au coup, je veux début, bien que vous me la ouais, renvoyiez. je te Parce la que renvoie du coup sur j'ai peut-être WhatsApp. pas la bonne du coup, ouais. Ok, ok. Oui, oui, je te la renvoie parce que du coup, on avait supprimé des exemples d'œuvres d'art. Je pense à, par exemple, Rodin, à Watteau, tout ça, on avait coupé. Et au début, on avait réduit des trucs. Donc, du coup, comme ça te permettra, en fait, de supprimer des parties parce que là, ça te coûte du temps, quoi. Ok, Donc, je te renvoie ça tout de suite. Donc, c'est bon. Normalement, c'est envoyé. ok, Donc, tu pourras y avoir accès pour la fois prochaine pour l'entraînement. Je te pose quelques questions maintenant par ok. rapport à l'oral, différentes de celles qu'on avait vues les fois passées, bien évidemment. Donc au début, en introduction, tu as parlé de Platon pour le cadre voilà, de réflexion de ton sujet. Est-ce que tu peux dire un peu qui c'est et quels sont ses apports par rapport à la question dont tu parles au début en introduction? Donc alors Platon, c'est un philosophe grec qui s'est fait connaître de par plusieurs œuvres, dont La République, où justement, donc ici, il parle de la technique qu'il considère comme une techné et qu'il l'oppose, pardon, où il opposait, oui, voilà, la technique, donc qu'il décrit comme une techné au savoir-faire utilitaire de l'art. Et donc lui, pour lui, bah, la technique, donc l'aspect, bah, par exemple ici, anatomique et technique, était plus opposé à l'art. Donc pour lui, cela n'aurait pas eu forcément de lien justement avec l'art chorégraphique, euh, qui serait donc pour lui plus considéré, bah, par exemple, comme une imitation du réel ou éloigné de la vérité. Et voilà, lui, c'était plus son approche. Ok, ouais, tout à fait. Donc c'est exactement ça. D'un côté, tu as la technique, donc la médecine, l'anatomie, tout ça, et de l'autre côté, tu as l'art qui sert juste à faire joli et Ouais, qui représente le monde, la nature, etc. Donc les oui. deux sont vraiment très très séparés et voilà, parfait. Deuxième question, tu parles à un moment de plusieurs artistes. Alors là, je m'appuie sur la version finale comme si tu avais utilisé uniquement ceux qu'on avait retenus. Mais tu as parlé de deux gars, de Artaud et de Diderot, à plusieurs moments dans ton oral. Est-ce que tu pourrais dire à peu près dans quel ordre chronologique les trois apparaissent et quel est leur rôle à chacun, enfin, qu'est-ce qu'ils font ces trois personnes par rapport à la danse? Oui, donc du coup, ça serait dans l'ordre, ça serait d'abord donc Antoine Watteau, qui lui arrive à partir du XVIIIe siècle. Et donc lui, déjà, il va utiliser pas une approche photographique pour représenter la danse, mais une approche picturale. Je crois que c'est ça, quand c'est peinture, on dit picturale. Oui, je Oui, oui, crois, on je dit suis pas sûre. pictural, tout à fait. Oui, voilà, une approche Oui, oui, c'est ça. picturale, donc notamment dans Fête galante, où justement c'est une toile qui va représenter bah, des corps de danseurs et danseuses en mouvement, notamment plus précisément leur posture. Et donc c'est déjà un premier principe par toile qui va permettre notamment bah, déjà une première analyse du corps en mouvement. Et même si on le sait, ça n'est pas comme la photographie, mais ça permet déjà d'avoir une première approche. Après, donc au 19e siècle, c'est là où tout va être bouleversé, donc avec l'essor du naturalisme, euh,
où notamment donc Edgar Degas dans sa peinture donc La toile de danse va également donc ici adopter une posture de médecin face au corps des danseuses en mouvement en plein exercice. Donc ici encore, cela reste une peinture, mais ça va permettre vraiment encore plus une analyse poussée, puisque là, c'est réellement représenté pendant une classe ou un cours de danse, ce qui va encore permettre une analyse plus profonde. Et, euh, et par la suite, donc avec des figures telles que Oscar Schlemmer, Muybridge, etc., nous allons avoir donc la stromboscopie déjà qui va apparaître et la chronophotographie qui va permettre notamment de décomposer le mouvement et de pouvoir analyser plus précisément chaque partie du mouvement qu'avec une photographie seule ou qu'avec une vidéo. Donc, ce qui va permettre vraiment de retenir l'attention des anatomistes de l'époque. Et enfin, donc plus tard, au XXe siècle, nous avons donc Oscar Schlemmer qui va commencer à introduire les principes notamment de la kinésphère. Voilà. Ok, merci beaucoup. Tu as parlé à un moment dans la différence entre le classique et le jazz de différentes voilà, parties du corps qui étaient mobilisées, qui différenciaient les styles de musique. Est-ce que tu connaîtrais certains ballets qui mobilisent particulièrement la danse jazz et quels sont les éléments corporels qui sont particulièrement voilà, mobilisés dans cette danse jazz? Déjà la danse jazz donc elle a émergé donc déjà aux États-Unis. Euh, donc c'est une danse qui émerge d'un peuple afro-américain. Et nous avons des pièces de danse jazz, par exemple comme Revelation d'Alvin Ailey, euh, qui vont justement représenter une danse joyeuse. La danse jazz, ça va être une danse qui va être très joyeuse, notamment aussi dans la musique, assez dynamique. Et donc, chez les danseurs, nous allons retrouver beaucoup dans les bases, énormément de dynamisme qui va être possible, notamment par le haut du corps, de par justement cet ancrage du bassin dans le sol. En fait, le bas va être vraiment en ancrage dans le sol avec le poids du bassin qui est l'os le plus lourd du corps. Ce qui va permettre notamment aux danseurs de pouvoir être totalement libres de leurs mouvements en haut et de pouvoir avoir des mouvements dynamiques, etc. C'est une danse vraiment très dynamique, à part forcément dans certains cas où des mouvements plus lents sont effectués volontairement. Donc je penserai à cette pièce-là. Après, on a beaucoup de danse jazz. On a aussi le Minstrel Show, donc plus ancien. Lui, pour le coup, une forme de spectacle qui a été émergé aux États-Unis. Et donc où là, les danseurs dansaient, venaient le dimanche danser. Et justement, c'est toujours des danses assez joyeuses, rythmées, dynamiques, mais qui restent avec un ancrage et qui sont totalement dans la technique à l'opposé de la danse classique. Voilà. Ok, parfait. Et peut-être dernière question avant qu'on passe au deuxième oral. Tu as parlé de Sylvie Guilhem à un moment sur la fin. Est-ce que tu pourrais parler un peu, je sais pas, de ce que tu connais de cette personne-là et pourquoi tu l'as choisie comme exemple pour montrer l'intérêt de la récupération grâce à l'anatomie en danse? Oui, du coup, Sylvie Guilhem, c'est une danseuse et chorégraphe et donc elle a fait de nombreuses recherches sur l'approche anatomique et notamment sur l'anatomie rigoureuse dans la récupération. Et pour elle, c'est vraiment un principe anatomique important. La récupération, donc pour elle, c'est aussi important que l'échauffement, que l'avant-cours, en fait, l'après, puisque l'après, c'est ce qui va notamment éviter beaucoup de risques de blessures et aussi favoriser la récupération pour pouvoir forcément être encore mieux pour le prochain entraînement, court, et pouvoir à chaque fois en fait se donner à fond, d'avoir vraiment un corps avec des capacités optimales.
Et donc pour elle, c'est vraiment très important pour notamment donc protéger et ajuster et prolonger la carrière du danseur. C'est, on le sait en danse, le plus grand risque pour un danseur, c'est la blessure. Et souvent, ce sont des blessures qui sont longues, qu'elles soient articulaires, musculaires ou osseuses. Et donc pour elle, c'est vraiment quelque chose d'important pour prolonger la carrière du danseur. Et c'est vraiment ce que chaque danseur cherche bah, pour sa carrière, pour son perfectionnement, etc. Et ça indique aussi que la danse, bah, c'est pas forcément que l'entraînement ou que l'avant, mais c'est aussi l'après qui compte autant, même bah, sur l'hygiène de vie, sur le quotidien. Etc. C'est un ensemble de plein de choses qui vont permettre la progression et la tenue du corps et son efficacité dans le temps. Voilà. Ok, super. Bah, écoute, on va s'arrêter là pour les questions sur ce sujet-là parce qu'il nous Ok. restera pas très longtemps. J'aimerais bien qu'on s'entraîne sur le deuxième Oui, une dernière fois avec la dernière version. oui, oui. Juste, je te dis les autres questions que j'aurais pu poser, mais juste par curiosité pour vérifier des petites connaissances. Si jamais tu connaissais une autre technique ou une autre discipline qui permettait à la danse de se réinventer, tu parles de l'anatomie, mais est-ce qu'il y aurait par exemple d'autres disciplines scientifiques comme l'anatomie, je sais pas, qui pourraient aider? Donc là, si jamais on te pose la question, tu peux parler, je sais pas, par exemple même de la physique ou des choses comme ça par rapport à la pesanteur, au corps, Ah oui, à la oui, oui. spatialité. Donc que tu saches si jamais on me pose la question. Et définir quelques mots techniques, mais là tu les connais bien, donc kinésphère, style, chaîne latérale, mais ça, enfin, c'est des choses que tu sais très bien, donc on passe un peu là-dessus pour s'entraîner, mais on pourrait te demander du vocabulaire technique dans ton oral aussi. Ok, Sache que c'est possible. ok. Voilà. Du coup, qu'on ait un petit peu de temps pour faire quand même le deuxième oral avec la dernière version que je t'ai envoyée, pour que Oui, tu puisses je vais le t'entraîner une transférer. fois. Je vais le transférer sur mon ordinateur. Normalement, ça Ouais. va. Hop. Donc du coup, cette fois-ci, comme il nous reste pas suffisamment de temps, je te propose de le garder sous les yeux, même si t'as pas d'entraînement avant, Ouais, oui, oui. mais qu'on puisse le relire enfin que tu le lises toi en t'entraînant dans le temps limité Ok. et qu'on puisse terminer là-dessus la séance. D'ici donc à la semaine, pas prochaine, mais la semaine dans 15 jours, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et du coup, la semaine prochaine, j'ai encore bah, du coup des représentations de danse. Et t'as la Euh, philo sur toi après. Ça, c'est oui, en le plus, lundi, c'est lundi, la j'ai la philo, ouais. philo et jusqu'à Ouais. dimanche, j'ai encore des représentations. Lundi, j'ai la philo. Et oui, et après, du coup, il nous restera. J'ai calculé, après ma dernière épreuve écrite, il y a 8 jours. 8 jours avant l'oral. Ok. Donc, j'ai Bon, bah, huit du coup, jours pendant pour cette semaine-là, réviser tu à auras. fond l'oral. Ah ouais. Mais sache en tout cas que sur les questions, je pense qu'on a vraiment fait la totalité. Et toi, je sais, tu es en confiance Oui. avec tout ce qui est en lien avec la danse. Donc moi, Mm. je t'ai posé plus des questions qui étaient en lien avec ton parcours professionnel, tes projets après, pourquoi tu as choisi ces Oui. sujets-là, et puis des questions voilà, précises de est-ce que tu comprends bien tel point qu'on a utilisé dans le grand oral. Mais après, sinon, tout le reste, voilà, tu es davantage professionnel que moi, donc ça ne rime à rien que je te pose des questions Ok. précises sur qu'est-ce que c'est des pointes, qu'est-ce que c'est une arabesque, voilà, ça rime à rien. Comme ça, Oui. tu seras très, très à l'aise là-dessus, il n'y a pas de souci. Ok. Bah, du coup, je suis prête pour le deuxième sujet. Je mets le Ok, chronomètre. pas de souci. Je le mets aussi. Hop. Ok, c'est bon. Dans quelle mesure la danse est-elle un miroir de la société et de ses évolutions? Donc j'ai choisi ce sujet pour renouveler un débat issu du champ de la philosophie politique posé pour la première fois par Hegel dans le principe de la philosophie du droit en 1821. Doivent-elles refléter des transformations contemporaines de la société ou bien sont-elles prescriptives, chargées de réformer la société? Ainsi, mon sujet cherche à s'interroger sur le statut de la danse comme reflet des évolutions sociales, mais aussi comme moteur de ces évolutions. J'ai choisi ce sujet car l'ensemble de ma formation jusqu'à présent tournait autour de la danse et cela m'a donné envie d'explorer certaines problématiques sociales et les outils réflectifs de cet art. Donc, dans un premier temps, nous nous interrogerons sur la fonction révélatrice de la danse comme image de la société et de ses évolutions. Puis, nous envisagerons la danse comme un outil d'élévation et de correction des pratiques sociales. Enfin, nous verrons la relation qu'entretiennent la danse et la société sont liées à la réception du rôle et au rôle du spectateur. Pardon, à la réception et au rôle du spectateur.
La danse a pour vocation de représenter une image de la société comme d'autres arts. Elle a participé à reproduire des inégalités de classe, de genre, mais aussi leur gommage au cours du temps. Donc la danse devient un art d'élite avec la construction de l'État monarchique en Europe sous l'action de Catherine de Médicis puis de Louis XIV. Elle se démocratise par la suite, toutefois après la Révolution française, durant les années folles. Aujourd'hui, donc YouTube, TikTok la rendent accessible partout à tous. Donc les rôles en danse sont genrés depuis la Renaissance. L'opéra du XVIIIe siècle valorise toujours les figures masculines, tandis que la ballerine sont passives et fragiles, donc comme Odette dans Le Lac des Cygnes ou bien encore Gisèle. Malgré donc de rares exceptions comme la Marquita à l'Opéra Comique sous le Second Empire et la Troisième République, la danse donc offre aujourd'hui une image plus fidèle de la société, en se détachant d'une vision eurocentrée du corps du danseur, donc telle que la silhouette longiligne, la peau blanche ou la musculature fine. Donc par exemple, Misty Copeland est devenue en 2015 la première danseuse principale afro-américaine de l'American Ballet Theatre, l'une des plus grandes compagnies de ballet au monde. La danse proposerait donc une image de la société en évolution. Toutefois, la danse n'est pas seulement un miroir du monde contemporain, elle peut aussi le transformer. Par la suite, donc, la danse cherche à susciter l'émotion. Sa gratuité peut en faire un outil pertinent de contestation de la brutalité. Donc, par la suite, donc, Marie Wigman, pionnière de l'expressionnisme allemand en Allemagne, donc en période de Seconde Guerre mondiale, mobilise des gestes convulsifs et des ancrages puissants au sol, notamment dans sa danse de la sorcière en 1914. Ils traduisent des états émotionnels intenses sans jamais recourir à une narration. Donc, elle, Marie Wigman, ce qu'elle cherche à représenter, c'est vraiment un corps primitif, représenté finalement bah, comme une sorcière, comme dans son titre. Et c'est ça qu'elle va chercher, et notamment, donc elle a dit cette citation, aucun art fort ni convaincant n'est jamais sorti d'aucune théorie. Donc pour elle, la place de l'expression passe d'abord par l'art et par la danse, et non par forcément la parole, qui ne sert des fois pas à grand-chose. C'est plus vraiment ce qui va sortir du plus profond de soi par rapport au corps. Donc plus tard, dans l'entre-deux-guerres, la table verte de Courtjoss en 1932 montre le pouvoir de la danse comme satire politique du nazisme. Donc ici, on se retrouve dans la table verte autour d'une grande table de billard avec notamment des danseurs qui font s'affronter par deux clans autour de cette table. Ils portent notamment des masques qui sont assez vieillissants, qui font apparaître des silhouettes finalement un peu inhumaine, telle que finalement les politiciens à cette époque-là étaient et tel qu'était aussi le sort finalement bah, de toutes ces personnes-là qui ont vécu pendant cette période d'entre-deux-guerres, de Seconde Guerre mondiale, etc., sous ce régime oppressant. Et donc, il va contraster violemment donc donc son cadre va contraster violemment donc avec notamment la souffrance des soldats et des mères qui dénoncent ici l'absurdité de la guerre. Donc des danses extérieures à l'Occident ont aussi exploré ce registre. Donc par exemple, nous avons la danse Buto au Japon qui a été créée en 1952 par Tatsumi Hijikata et Kazuo Ono. Donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément des bombardements atomiques sur les îles d'Hiroshima et Nagasaki. Euh, Ce sont des danseurs qui se peignent notamment le visage et le corps en blanc pour pouvoir justement avoir un aspect un petit peu de cadavre déshumanisé. Leurs mouvements vont être ultra lents ou parfois même très saccadés pour pouvoir notamment bah, aller chercher pareil que Marie Wigman finalement au plus profond, les émotions au plus profond du corps et vraiment faire réagir et interpeller les spectateurs. Ce qui va permettre également une approche de danse expérimentale pour cette époque. Donc les danseurs du Buto évoquent l'iridation et la mort au lendemain des bombardements atomiques. La danse est aussi attachée à dénoncer les inégalités sociales, donc des inégalités raciales, notamment
ont notamment été critiquées donc aux États-Unis avec le mouvement des droits civiques dans les années 1960. Le passé esclavagiste a façonné donc dans les États du Sud les rapports entre blanc et noir, ce dont témoigne le Minstrel Show. Donc c'est une forme de spectacle populaire qui est née aux États-Unis à la fin du 19e siècle jusqu'au 20e siècle et qui va être fondée notamment sur le pantomime d'artistes blancs qui vont se peindre la figure en noir. On les appellera les blackface, ce qui montre ici encore à quel point cette société à l'époque et les conditions étaient injustes pour ce peuple. Donc ces danseurs-là, blancs qui se peignent la figure en noir, vont présenter des noirs comme paresseux, comiques ou infantiles. Et c'est ce qui a joué malheureusement donc un rôle crucial dans la propagation du racisme. Ainsi, donc Joséphine Baker, dans les années 1920, lorsqu'elle arrive à Paris, elle va donc détourner des motifs comme le cakewalk pour en faire une arme ironique et provocante de la réappropriation identitaire. Le geste dansé est marqué par la prise d'appui au sol, les sauts répétés dans une danse parodique empruntée aux esclaves mimant leur maître, symbolisant l'élévation donc du peuple noir. La danse donc dans The Strange Fruit, interprétée et chorégraphiée par Paul Primus en 1945, réinvestit des éléments de danse afro-américaine pour dénoncer le lynchage racial des États du Sud en Amérique. Parallèlement, des figures comme Catherine Denham, qui va être anthropologue et chorégraphe, elles vont donc contribuer notamment à introduire des formes issues de la diaspora noire dans les scènes de Broadway et au cinéma, tout en luttant contre les stéréotypes. Également, donc la danse va contribuer à renouveler les représentations du genre. Donc nous avons ici Café Muller, une pièce de Pina Bausch, qui appartient pareil au Tanztheater en Allemagne, qui va interroger les relations entre hommes et femmes à travers des interactions chorégraphiques qui établissent un lien donc d'égalité entre les deux genres et permettent le dialogue. Donc ici, la scène se produit dans un café et nous avons une danseuse et un danseur qui vont répéter des gestes convulsifs jusqu'à l'épuisement. Par la suite, nous avons Blue Lady, donc ce solo de Caroline Carlson en 1983 qui va explorer la place de la femme à travers le mouvement d'une danseuse seule, donc vêtue de bleu et en lutte contre des forces invisibles symbolisant les craintes sociales et intérieures. Et il faut savoir donc que Pina Bausch et Caroline Carlson euh, sont donc les rares danseuses à avoir obtenu des prix Nobel, ce qui est assez impressionnant. Par la suite, nous avons donc dans Gravité en 2018 d'Angelin Prel-Jocage qui va travailler donc notamment sur la relation du corps à la force physique, mais aussi à la symbolique de la gravité, loin des figures classiques de la ballerine fragile ou éthérée. Les danseuses de gravité donc, vont être représentées comme des sujets pleinement actifs et moteurs du mouvement dans cette pièce. Le rôle des danseurs masculins est également évolué, comme en témoigne la réinterprétation du Lac des Cygnes par Mathieu Bourne en 1995, où les hommes, euh, où les hommes vont notamment pouvoir intégrer un répertoire qui était traditionnellement féminin et incarner notamment donc des signes féminins, symboles de grâce et de vulnérabilité, ce qui contraste pas mal avec les idées de l'époque. Par la suite, la danse contemporaine s'engage de plus en plus en faveur de l'écologie, dénonçant la société de consommation. Donc des chorégraphes comme Joël Bouvier et Régis Obadia, dans des œuvres comme Le Cri ou Les Enfants du Silence, en 1984, mettent en scène un corps contraint par la société. Dans Ice Memory, par la suite, donc Victoria d'Auberville évoque la fonte des glaciers à travers un travail chorégraphique sur la fragilité et la disparition, montrant l'urgence climatique. Donc ainsi, la danse serait également un art contestataire participant à la réforme de la société. Elle est permise par la communication entre les danseurs et le public qui participe à cette réforme. Donc la dimension dramatique ou mimétique de la danse qui lui permet de critiquer la société. Elle montre des corps donc tels qu'ils sont traversés par les normes sociales. Elle agit comme un miroir. Donc parmi les exemples, nous avons évoqué donc Pina Bausch qui mettent en scène des rituels sociaux codifiés, des gestes répétés jusqu'à l'épuisement. De même, donc Joël Bouvier et Régis Obadia traduisent des corps en force, souvent conflictuels, révélateurs de tensions au sein de la société. Par la suite, l'image de la société représentée rarement explicite. Elle fait appel au spectateur, dont Merce Cunningham dans Raw Oratorio en 1983 privilégie la présence des danseurs au décor et utilise des sons électroacoustiques pour créer un espace d'écoute ouvert.
permettant aux spectateurs de lui laisser la liberté d'interprétation. De même, dans la danse des éventails d'Andy de Groat en 2018, repose sur la répétition de motifs qui transmettent des émotions sans narration explicite et sa danse va être permise et introduite de sorte à ce que tout le monde puisse notamment danser et intégrer la danse en la rejoignant en direct. Puis par la suite, donc Maggie Marin, quant à elle, utilise le théâtre dansé pour interroger les normes sociales. Dans Maybe, en 1981, elle évoque la vulnérabilité humaine face au conformisme. Donc, tandis que dans sa pièce Haha en 2006, où elle intègre notamment le théâtre, elle dénonce les moqueries cruelles de la société et les motifs n'y sont pas explicites. Les motifs n'y sont pas explicites et invitent la subjectivité du spectateur. Donc, par la suite, Stéphane Beauvais et Chloé Région rendent cela manifeste donc dans 2009 dans leur mise en scène de la pièce Une maison de poupée, écrite par Henrik Ibsen en 1879. Donc Nora, une jeune femme prisonnière de son mariage, se lance à la fin de l'acte 2 dans une danse frénétique, la tarentelle. Elle frappe le spectateur par l'évocation de l'enfermement de la femme dans une société patriarcale. Elle suscite l'effroi face à la violence des normes sociales envers les femmes. Le sentiment d'injustice suscité prive l'art de sa gratitude et fait du public le diapositaire d'une indignation qui peut le pousser à agir. Nous avons donc vu dans un premier temps que la danse pouvait fournir une image de la société en évolution, puis nous avons exploré la façon dont la danse pouvait réformer la société. Enfin, nous avons compris que c'était la réception du spectateur qui contribuait à cette réforme. Donc, au terme de ce travail, nous pouvons dire que la danse reflète les évolutions de la société, mais également qu'elle participe à la transformer. Donc, ainsi, la danse serait une performance qui appellerait la société et qui participerait à la réformer. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Bah, c'est très bien. C'est très bien. Oui, mais Un j'ai dit que ça a dépassé encore. Ouais, c'est ça. Ça a dépassé encore. Moi, je pense que sur les éléments sur lesquels tu pourras gagner du temps, c'est Ouais. d'abord, enfin, surtout le fait que, à nouveau, tu le feras de mémoire. Donc, quand tu cherches quelque chose, voilà, à l'écrit pour le mettre sur ton brouillon, il faudra que tu mettes deux, trois mots-clés qui sont importants pour décrire la pièce, le ballet dont tu parles, mais que tu ne t'appesantisses pas trop sur chacun des exemples que tu choisis et que tu en choisisses, il me semble, deux, trois Oui, voilà. éventuellement pour la partie sur le mouvement des droits civiques aux États-Unis, mais au-delà de cette sous-partie-là, que ce soit deux exemples maximum avec quelques éléments qui viennent l'appuyer, mais ne pas y passer trop de temps pour justement être suffisamment large pour pouvoir terminer dans les temps ton exposé. Hum, Mais après, sur la présentation, voilà, moi, ça me semble clair, c'est bien expliqué, c'est voilà, c'est bien. ok. Donc non, c'est très bien. C'est très bien pour le sujet. Et voilà, à nouveau, je pense que sur ce sujet-là, ce sera plus classique et il y a moins de chances que tu tombes dessus, on l'avait déjà dit. Euh, voilà, je t'avais déjà dit sur ce sujet-là, les questions qu'on peut te poser, c'est des questions de contexte par rapport aux personnes que tu cites, notamment dans la deuxième partie, quand tu parles voilà, du mouvement du buto japonais, du contexte sur la montée du nazisme et des totalitarismes, la question voilà, du minstrel show et du mouvement des droits civiques plus tard, expliquer un peu le parcours de Joséphine Baker. Euh, Hum, et parler un peu de quelques pièces voilà, que tu cites pour dire voilà, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui t'a interpellé dans la pièce si jamais tu la cites. Donc, essayer peut-être, si jamais il y en a certaines que tu connais un peu parce que tu les as vues en cours, mais dont tu te souviens pas exactement bien de tout ce qui se passe dedans, de chercher la pièce et de voir quelques images sur Google Images pour pouvoir décrire certains mouvements de la pièce et t'appuyer sur des choses concrètes dans les réponses aux questions. Mais sinon, je pense que sur ce sujet-là, tu es, à l'aise, hein. Enfin, on s'est déjà suffisamment entraîné. Et là, tu vois, par exemple, j'ai plus de questions de contexte parce que je t'ai tout posé dessus. Donc, je pense que tu es à l'aise sur ce sujet-là. ok. Oui. Donc voilà. Après, du coup, ça veut dire que dans 2 semaines, on se réentraîne sur les choses, mais dans une Ouais. séance qui est plus. Alors, attends, on a dimanche et lundi, c'est ça? Oui. Ok, donc dimanche, on se réentraînera peut-être dans des conditions classiques, je sais pas, lundi. Enfin, tu me diras dans quelle modalité tu veux qu'on travaille, si on fait la même chose ou si tu veux que je pose uniquement des questions, etc. Oui. Là, dans 2 semaines. Mais voilà ce que je te propose de faire. Ok. Ok, cool.
Bah, puis moi, enfin, là, je vais laisser passer les épreuves écrites, mais après, je vais me mettre à Ouais, fond au grand oral, enfin, à tout apprendre et tout ce qu'il faut. Euh, ok. voilà. Bah, super. Ouais, ouais, pas de problème. Non, mais je me fais pas de soucis. Enfin, le par cœur, ça devrait pas poser de problème. Oui. Bon, juste à l'articuler à nouveau avec peut-être des petites recherches de curiosité sur Google et Mm. Google Images pour des éléments pour que voilà, tu dissocies pas totalement ce que tu apprends par cœur et tu te diras dans tes 10 Ouais. minutes d'oral des 10 minutes d'entretien. Ok. Mais sinon, ça sera très bien. Ok, pas de souci. Bah, merci beaucoup. Et Bah, je puis, t'en prie, ouais. du Bah, coup, écoute, c'est bonne semaine à toi. ouais, dans 2 semaines. Ouais, ce sera dans 2 semaines. Je me le suis noté. Ok. On n'a pas dimanche prochain. Bah, du coup, Ok. bonne semaine à toi. Bon Bah, courage pour merci tes beaucoup épreuves à si vous on se revoit pas aussi. d'ici là. Et bah, dans deux Ouais. semaines. Ok. À Bah, bientôt. merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au Merci. revoir.